Comme tous les hivers depuis 15 ans, les collégiens des Alpes-Maritimes ont fait cette année le voyage de la mémoire. Organisé par le conseil départemental mardi dernier, 150 jeunes de 7 collèges azuréens sont partis à Auschwitz-Birkenau. De voyage également Georges François Leclerc, préfet des Alpes-Maritimes, David Lisnard, maire de Cannes, plusieurs conseillers départementaux, dont Martine Ouaknine, mais aussi Lucien Samac et Daniel Vancier. Et évidemment, pour la première fois en tant que président du département, Charles-Ange Ginesi. C'est une opération que nous menons avec le département depuis 2003, mais la responsabilité d'un président est totale et je suis très heureux de poursuivre ce que Christian Estrosi avait initié à l'époque, ce qu'Éric Ciotti a souhaité poursuivre, accélérer, accentuer. Aujourd'hui, le bilan est particulièrement bon. Nous sommes à plus de 16 000 collégiens qui sont venus ici visiter les camps d'Auschwitz-Birkenau, c'est-à-dire dans ce devoir de mémoire, nous avons sensibilisé les collégiens. Pour ma part, c'est la 3e fois que je participe à ces voyages et je dois dire que l'émotion est toujours aussi intense. Je découvre à nouveau ces lieux avec des yeux différents. Je revois certes les bâtiments symboliques comme étant toujours les mêmes, mais derrière, je n'imagine toujours pas comment des gens ont pu produire de telles horreurs, comment cela s'est passé, comment on a pu mettre des gens dans une telle tragédie, comment plus d'1 600 000 personnes ont pu disparaître dans ces camps d'extermination, dans ces camps de la mort, comment on a fait disparaître en un clin d'œil, en un claquement de doigts, plus de 1,5 fois le département des Alpes-Maritimes, ça paraît inimaginable. Alors le devoir de mémoire est quelque chose qui doit être poursuivi. Les collégiens qui sont venus ici, j'en suis certain, seront ceux qui pourront porter à nouveau cette mémoire qui tend à s'effacer, puisque tous nos anciens qui ont bien connu cette période-là, avec souffrance, avec douleur, parce qu'ils ont de leur famille, des gens de leur famille qui ont été touchés, parce qu'eux-mêmes ont pu être concernés directement, malheureusement disparaissent petit à petit. Donc il est important que la mémoire se souvienne, que la mémoire des Français, que la mémoire des citoyens, que nous soyons porteurs de ce message-là, afin que plus jamais de telles horreurs ne se reproduisent. Quand on oublie et il ne peut arriver qu'une chose à ceux qui oublient, c'est que la mécanique se reproduise, parce que l'histoire est un éternel recommencement. Nous avons aujourd'hui une capacité à mémoriser, à traduire ce qui s'est passé, alors faisons-le. Et je crois que ce voyage que nous vivons encore en ce mois de février 2018 marquera à nouveau les esprits et j'ai bien l'intention en tant que président du département de poursuivre cette action qui est une action mémorielle très importante. Vous avez partagé des moments avec les jeunes, comment vous les voyez, comment vous les ressentez? Est-ce qu'ils vivent pleinement? Est-ce qu'ils ont entièrement conscience de ce qui s'est passé? Je l'ai regardé de manière très diverse en fonction de la personnalité de chacun, mais plutôt ce matin au départ c'était un rayon d'optimisme, on allait faire un déplacement et puis au fur et à mesure que l'on découvre ces lieux, on voit que la chape de plomb de l'histoire est en train de peser sur leurs épaules. Il y a quelques visages qui s'attristent, il y a quelques visages qui restent sans mots, il y a quelques visages qui s'étonnent. Et je crois que notre visite n'est pas terminée. Cet après-midi, nous verrons encore des choses encore plus poignantes, encore plus difficiles à assimiler, tant le souvenir reste prégnant avec ces objets, avec ces cheveux qui marquent là aussi l'atrocité humaine, l'humiliation comme étant quelque chose de ce qui peut être de pire, de ce que l'on peut infliger à l'homme. Tout cela, nous allons le voir cet après-midi. Le seul département qui organise des voyages comme ça, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté d'être l'un des départements leaders là-dessus, le seul département leader, mais en même temps et surtout la fierté de la mission accomplie, du devoir accompli, parce que tous ces collégiens, je le répète, plus de 16 000 collégiens sont aujourd'hui porteurs de ces images. Alors on peut avoir ces choses-là dans les livres d'histoire, on peut avoir de très bons professeurs, il y en a d'ailleurs de remarquables, mais rien ne vaut le contact avec le terrain et quand ils rentrent en contact avec le terrain, la réalité est là, même si maintenant le temps est passé là-dessus. Mais le temps n'efface pas ce que la pierre transpire, le temps n'efface pas ce que les bâtiments que l'on retrouve aujourd'hui, même s'ils sont pour partie détruits, portent dans leur
dans leurs souvenirs. Et cette émotion-là, c'est l'émotion de terrain, rien ne la remplace. Ils s'appellent Janice, Sarah, Jennifer, Mohamed, Lisa. Ils sont du collège Jules Romain ou encore Frédéric Mistral à Nice. On a vu les toilettes. On a vu les lits, là où ils dormaient, ils étaient 7 ou 10 par lit. On a vu dans les conditions de froid où ils vivaient. Les chambres où ils étaient 7 par lit, sur des lits de 3 étages. De plus, ils étaient habillés dans des conditions pas très confortables. Et surtout l'hygiène. L'hygiène m'a beaucoup choquée par rapport à comment ils étaient habillés, comment étaient leurs conditions de vie. Il n'y avait aucune hygiène. Les sanitaires, ils étaient pratiquement pas nettoyés. Qu'est-ce qu'ils faisaient? On a vu aussi les ruines des chambres, des fours crématoires. Le matin, ils avaient le droit juste à un café. Le midi, à une soupe. Et le soir, à un morceau de pain. Ils leur donnaient une gamelle qu'ils devaient garder avec eux. Mais c'était pas assez pour ce qu'ils faisaient comme travail et tout ça. Dorota Kuchenska a été notre guide. À chaque fois, elle revit les 2 camps de concentration. À chaque fois, elle repart 70, 75 ans en arrière. Oui, c'est vrai. Ma façon de guider est particulière. Je suis ici pour partager avec vous ma connaissance historique. Mais je trouve, mais c'est juste mon avis personnel, je suis ici également pour partager avec vous mes émotions, surtout mon humanité. Oui, là où l'humanité a échoué il y a 73 ans, 75 ans. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas un musée de jolies peintures. C'est même pas un cimetière typique, un cimetière ordinaire. C'est l'endroit où il faut être ouvert à l'homme. Il faut savoir écouter et après répondre à des questions parfois difficiles. Parmi les personnes qui visitent ce site, il y a beaucoup de pèlerins, de ceux qui ont perdu ici leurs proches. Et mon devoir est d'essayer de soutenir ces personnes dans ce retour parfois aux sources fort poignants. Vous avez rencontré quelques survivants, vous les connaissez bien? Oui, comme je travaille ici depuis bientôt 20 ans, oui, j'ai eu cette chance de rencontrer de nombreux survivants, hommes et femmes, déportés de partout, de tous les continents, toute l'Europe. Et à chaque fois, c'est une expérience inoubliable. C'est quelque chose qui change souvent notre vie. Grâce à ces témoignages, nous savons, je dirais, admirer notre chance et voir nos petits bonheurs de la vie de tous les jours, relativiser un peu, voir la chance de vivre 75 ans après. Si vous avez juste une phrase à dire aux collégiens des Alpes-Maritimes, aux collégiens français, quelle serait cette phrase? Oui, c'est cette phrase de l'entrée. Celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. N'oubliez pas, Auschwitz, c'est un lieu de mémoire avec vous comme la mémoire est vivante. On a besoin de vous, de votre présence et dans le futur de votre témoignage. Ils étaient triés dès l'arrivée des trains. Les femmes et les enfants, ils étaient tous envoyés directement au four crématoire. Et les hommes qui étaient sélectionnés par les médecins aptes au travail ou pas aptes au travail, donc ceux qui étaient aptes au travail, ils partaient dans des chambres et ils devaient travailler, ou quelques mois plus tard, ils se faisaient tuer, brûler dans les... Ils partaient pour prendre une douche. Les femmes et les enfants, on leur disait déshabillez-vous, on va vous faire prendre une douche. Et en fait, dans ces douches, c'était les chambres à gaz. Ils mettaient des petits cristaux de sifflon, je crois. Et ça se transformait en gaz mortel. Et d'autres travailleurs étaient chargés de venir tous les récupérer lorsqu'ils avaient tous mouru. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu t'es sentie? Franchement, je vois pas comment on peut pouvoir faire autant de mal à des personnes qui sont humaines comme nous, juste par rapport à une religion ou quoi que ce soit. Genre, ça reste quand même des personnes qui sont comme nous, et pourtant, on ose leur faire ça, les mettre sans cœur dans des circonstances où nous, on voudrait même pas y être. Georges François Leclerc, préfet des Alpes-Maritimes, a fait ce voyage de la mémoire pour la première fois. C'est la première fois en tant qu'homme et en tant que préfet des Alpes-Maritimes, oui. Quelles sont vos impressions? Que pensez-vous de cette initiative du département déjà? Je crois que c'est une très belle initiative qui permettra de
qui permettra de semer de bonnes graines pour les générations qui viennent. Vous avez vu un petit peu les enfants, comment ils réagissaient ? Oui, j'ai vu les collégiens, j'ai partagé leur émotion, j'ai vu leurs réactions. C'est une très belle initiative, très intéressante et qui, encore une fois, œuvre pour l'humanité et pour l'humanité qui vient. Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui ? J'aimerais bien garder pour moi ce qui m'a marqué, mais je crois que je peux dire à Radio Shalom que j'ai été ému et sidéré au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est une expérience à faire pour je pense que tout homme ou toute femme doit vivre ce que nous avons vécu une fois dans sa vie pour pouvoir effectivement être humaniste. Oui. Le département des Alpes-Maritimes est le seul à organiser des voyages de la mémoire. Vous pensez que c'est dommage pour le reste des collégiens français ? Oui, c'est une bonne remarque. Il faudrait que d'autres emboîtent le pas, parce que c'est une bonne initiative, collégien ou lycéen, mais c'est une très belle initiative. Oui, effectivement. Ça fait peur. J'ai été horrifiée par toute cette haine qui dégage, que ça soit pour les Juifs ou pour les Polonais et le reste, parce que ça se fait pas d'avoir de la haine contre une race humaine comme ça. Donc, ouais. C'était des personnes comme les autres, ils méritaient pas tous de mourir. Ils ont carrément exterminé pratiquement toute une population de plusieurs millions de personnes sans rien. Donc, C'était dur. C'est dur à entendre, parce qu'on se dit que nous, on a de la chance de pas avoir vécu ça. Mais quand on y pense à toutes ces personnes qui n'ont rien demandé à personne, c'est triste et dur à vivre. Ce qui m'a plus touchée, c'est quand j'ai vu les photos des bébés morts et tout. Je pouvais pas voir ça, moi. Les grands enfants comme ça, sans cœur, je sais pas, c'est ne pas avoir d'âme. C'est même plus des êtres humains qui ont osé tuer ces enfants. C'est des monstres. Ils ont complètement été changés. Je sais pas, c'est... David Lisnard, maire de Cannes et conseiller départemental, a été également de voyage avec un rôle en plus, celui de papa. Oui, puisque figure parmi les élèves du collège un de mes enfants, une de mes filles qui a 14 ans et elle est comme les adolescentes de son âge, c'est-à-dire que il y a l'analyse des faits, puis il y a ce que l'on ressent, et c'est pour ça qu'on fait ces voyages. Et c'est pour ça que ça fait 3 fois que j'amène des collèges ici. C'est pour qu'eux-mêmes se fassent une opinion, ressentent la réalité de cette histoire tragique. L'histoire est souvent tragique et c'est une histoire extrêmement récente. Eux, ça leur paraît lointain, mais c'est très récent. C'est la génération de mes parents, de mes grands-parents. Donc oui, c'est un moment, mais on ne ressort jamais indemne d'un tel déplacement. À chaque fois, c'est différent. Oui, alors il y a des choses que je garde pour moi parce que c'est de l'intime et puis c'est pas forcément intéressant pour les autres. Mais je crois que le plus important, surtout, c'est de bien comprendre et de bien faire comprendre, notamment à nos enfants, à nos jeunes. Mais c'est vrai pour tout le monde. L'histoire, c'est pas une abstraction. L'histoire, c'est pas une fiction. L'histoire, ce sont des faits, c'est une réalité. Et on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas dire que c'est du fake, comme on dit aujourd'hui. Hein. Et donc, il est extrêmement essentiel de porter témoignage. Les témoins des camps de concentration meurent progressivement. Il n'y en aura bientôt plus, donc il faut qu'on soit les témoins des témoins et que les générations suivantes aussi portent ce témoignage. Mais comme c'est le cas de tous les faits historiques qui doivent nous servir à mieux aborder l'avenir. Il ne s'agit pas de se complaire dans la tragédie passée ou dans la commémoration. Il s'agit de faire mémoire pour faire histoire et faire histoire pour affronter l'avenir. C'est essentiel. Si on ne sait pas d'où l'on vient, si on ne connaît pas l'histoire dans sa complexité, si on n'analyse pas le fait que l'histoire, elle apparaît manichéenne a posteriori, c'est facile aujourd'hui d'être juge de ce qui s'est passé il y a 60 ans. Mais les gens qui le vivaient étaient eux dans l'actualité, n'avaient pas les informations qui paraissent évidentes a posteriori. Donc il faut analyser les faits, les mécanismes. Et ce qui est extrêmement impressionnant lorsqu'on vient ici, c'est qu'il y a à la fois les faits rationnels, la démonstration de cette histoire tragique, industrielle, de cette mort industrielle, portée par un pays de civilisation comme l'Allemagne. Hein. C'est toujours ce qui nous rappelle que ça peut arriver partout, y compris dans les civilisations, les peuples, les pays qui se croient les plus avancés.
Et donc il y a cette démonstration factuelle, clinique presque, où on montre le phénomène de la concentration puis de l'extermination, et puis il y a le ressenti. Parce que les lieux sont chargés d'âme, ici plus qu'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions que vous posez aujourd'hui, ce soir ? Moi, il y a des questions, plus je vieillis, plus je m'en pose. Et plus j'étudie l'histoire et les phénomènes historiques, plus je regarde l'actualité, plus je m'en pose. C'est toujours sur la condition humaine. Ce que je lui dis est tellement banal, pardonnez-moi, mais c'est le fait que l'homme est capable de tant de grandes choses, technologiques, morales, éthiques, scientifiques, médicales, humaines, et puis de tant d'atrocités. Ce qui est toujours étourdissant dans l'analyse des totalitarismes, que ce soit le totalitarisme nazi, le totalitarisme communiste, soviétique, le totalitarisme islamiste aujourd'hui, c'est cette notion de servitude volontaire, de voir que ces systèmes n'existent que par l'acceptation. Et c'est ça qui est difficile à analyser. C'est à partir de quand une société bascule, à partir de quand l'obéissance à la loi, qui est le fondement de la société, devient non plus un acte légitime, mais un acte illégitime et un acte barbare. C'est extrêmement subtil. Donc la seule façon d'y répondre, c'est d'avoir des principes, c'est d'analyser l'histoire, c'est de se tenir à des valeurs simples qui sont héritées de notre civilisation, de l'esprit du siècle des Lumières, de la belle culture chrétienne, de la civilisation judéo-chrétienne. C'est tout cela de la pensée grecque, du bon sens. Et ça se cultive. C'est la démocratie, la capacité de l'être humain de ne pas basculer du mauvais côté, ce qui est très difficile au quotidien dans des systèmes totalitaires a fortiori. Ça se cultive par la réflexion, par l'histoire, par le témoignage, par la confrontation des idées. Et ça, il faut absolument l'entretenir. D'où ces voyages de la mémoire. Oui, on a eu plein d'objets avec des peines, des brodes, la vie quotidienne, des choses concrètes. Du coup, c'était vachement marquant. Parce que ça a prouvé vraiment une vie réelle et ça montrait vraiment que c'était vraiment passé. Oui, on a vu ça en histoire et c'était un petit peu différent de ce qu'on a vu parce que c'était pas pareil que sur les photos. C'est plus difficile en vrai à voir et plus triste et tout. Mais après, ça a quand même marqué parce qu'on se dit qu'il y a quand même des gens qui ont vécu ça et que nous, on n'a rien vécu. Elle s'est mise à pleurer quand elle s'est rendue compte des objets, des cheveux, des choses comme ça. Ça doit plus jamais exister, que comme a dit Simone Veil, le plus jamais ça, il doit durer jusqu'à la mort et que plus jamais personne doit subir quelque chose comme ça, parce que c'est pas humain de vivre quelque chose d'atroce comme ça. C'est de faire en sorte d'éviter, c'est vraiment plus possible. C'est en 2004, l'année de la commémoration du 60e anniversaire de la Shoah, que Martine Wachnine, alors présidente du CRIF, et Christian Estrosi, président du département, ont organisé les premiers voyages de la mémoire. D'abord, c'était un pari sur l'avenir, parce que quand on engage quelque chose, on n'est pas sûr que ça va marcher ou que cela peut perdurer. Par chance, j'ai eu des rencontres avec des présidents du département qui ont été des gens responsables. Christian Estrosi a accepté ce pari. C'était la première fois qu'un département s'engageait sur le travail de mémoire à l'échelle de tous les collèges. Au début, pendant plusieurs années, c'était tous les collèges qui étaient concernés, à tour de rôle, tous les 3 ans, mais sans exception. Et que cela ait pu continuer aujourd'hui et que nous puissions être plusieurs conseillers départementaux autour des collégiens, c'est une immense satisfaction parce que ça permet de réaliser que nous devons croire dans les jeunes. Chacun a ses réactions. On peut en voir qui rit, on peut en voir qui glisse sur la neige, mais je pense que c'est une petite graine qu'on met dans leur esprit. On les confronte à une réalité qu'ils ne connaissent pas. On les sort de leur quotidien, du confort. On leur montre jusqu'où la méchanceté humaine peut aboutir. On leur montre aussi qu'on peut commencer avec des paroles et puis qu'on termine avec des actes atroces et que ça a existé. Et ça, c'est important parce que ça leur permet de réaliser qu'ils ont un passé, qu'ils sont redevables de ce passé pour pouvoir se construire pour leur propre avenir, que le passé doit inspirer le présent, qu'on doit faire œuvre de mémoire, d'autant plus qu'aujourd'hui, les rescapés commencent à partir les uns après les autres, malheureusement, et que cette voix qui est importante, qui s'exprime dans les camps, qui les accompagne, personne ne pourra la remplacer. Par contre, le message qu'ils transmettent,
qui est de ne pas oublier, qui est d'avoir des sentiments de respect l'un de l'autre, d'amour pour l'autre. Ce message, on doit nous le leur transmettre. Je crois qu'on y arrive avec le conseil départemental. Je crois que ça se fait maintenant de façon beaucoup plus systématique un petit peu partout en France. Moi, je suis fière qu'on ait eu ce bilan. J'espère que ça va continuer, que nous fêterons les 20 ans, les 30 ans des voyages de la mémoire. J'espère surtout qu'on contribuera à lutter contre la résurgence du racisme, de l'antisémitisme. Malheureusement, quand je fais le bilan, 15 ans après, il y a encore des actes racistes, il y a encore de l'antisémitisme. Alors, les pouvoirs publics ont beaucoup travaillé, tout le monde est concerné. Mais il faut maintenant que les jeunes se sentent concernés, que leurs familles les accompagnent, parce que c'est un travail éducatif qui est collectif, qui n'est pas simplement réservé qu'à l'école. Ça n'est pas une mission dont on se débarrasse. Je pense que les enseignants font un grand travail. Il importe beaucoup aux parents de continuer ce travail, d'échanger avec leurs enfants, parce que les enfants vont leur raconter leur voyage, et surtout que nous continuions à encadrer des jeunes qui méritent qu'on s'occupe d'eux, qui méritent qu'on leur transmette des valeurs et qu'on les aide à avoir un futur beaucoup plus positif que celui qui a été réservé à tous ces juifs, à tous ces tziganes, aux arméniens, aux tutsis qui ont vécu des génocides. Ces voyages de la mémoire sont l'une des actions du conseil départemental. Il y a 2 ans, le plan Jeunes Citoyens 06 a été initié. Également le prix Gottlieb et les ateliers hors les murs avec le mémorial de la Shoah. Pendant des années, c'était Charles Gottlieb qui accompagnait les jeunes. Aujourd'hui, c'est Daniel Vancier. Chaque voyage est indépendant parce que on n'arrive pas à s'habituer. C'est toujours une très très grande émotion de marcher ici, qu'on a perdu presque toute sa famille et qu'on marche sur ses cendres. C'est toujours quelque chose on peut pas dire de nouveau, mais une émotion toujours très très forte. Fut un temps, c'est Charles Gottlieb qui venait régulièrement avec les collégiens. Maintenant, quand il n'est pas là, vous reprenez le flambeau un peu? Et voilà, c'est exactement ça. Grâce pour les voyages du département, on va dans les collèges avant le voyage à Auschwitz. Et après, parce que souvent dans les collèges, c'est le travail d'une année scolaire. C'est-à-dire, ils se préparent, ils l'étudient, ils viennent ici, après il y a la restitution. Et donc ça les marque beaucoup, les enfants, et à mon avis, c'est indispensable. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, vous venez de dire. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous avez encore découvert? Non, non, parce que malheureusement, la première fois que je suis venu ici avec mon fils, on était seuls, on a passé 2 jours ici, pas une seule journée, on a passé 2 jours. Donc je connais bien. Mais ce qui me surprend toujours, c'est la cruauté, la haine, où ça peut conduire à la haine de l'homme, la crudité de l'homme. On croit toujours que l'homme n'est pas capable, et si, il est capable de tant de cruauté, de tant de haine, simplement parce que c'était des gens qui n'étaient nés dans une famille différente. Quand vous êtes avec les collégiens, quels sont ces mots que vous leur dites, les mots les plus forts, les phrases les plus pertinentes? Les plus pertinentes, d'abord je leur dis que dans 2-3 ans ils voteront, qu'il faut faire attention, parce que de ne pas voter pour ceux qui prônent l'exclusion. Et je leur parle surtout que tous les hommes et femmes sont égaux et qu'il n'y a pas de race supérieure, que c'est un leurre et qu'on est tous pareils, il faut qu'on vive ensemble sans haine. Qu'attendez-vous d'eux une fois demain, quand ils seront de retour à Nice? Alors qu'ils en parlent à leur famille, d'abord, et ensuite qu'ils se remémorent ce qu'ils ont vu là et qu'ils se rappellent. Mais je suis sûr qu'ils s'en rappellent parce que quand on va dans les lycées en seconde ou en première et qu'on demande ceux qui sont allés à Auschwitz en 3e, il y en a qui lèvent la main, on les fait parler, et tous sont marqués par ce voyage. On le serait à moins. Je vais leur dire qu'on a eu beaucoup de chance d'y aller, d'avoir vu ce qu'on a pu voir, que c'était une bonne opportunité. Je vais leur raconter les conditions désastreuses que les Juifs et les Tziganes ont pu vivre, d'être courageux, parce qu'il y en a qui ont survécu. Malgré tout ce qui se passe,
Tout ce qui s'est passé avant, tout peut finir par s'arranger et qu'il faut quand même rester fort malgré tout ce qui s'est passé et ne pas oublier. Franchement, c'était courageux. Franchement. Si on serait resté à Nice, je pense qu'on ne se serait pas rendu compte de tout ce qui est arrivé. Et là, le fait d'être parti, on pourra bien montrer à nos camarades les conditions qu'on ne peut pas montrer à travers un cours d'histoire. On est tous des humains et du coup, personne ne devrait subir ça. Que tout le monde est égaux, qu'il n'y a aucune personne d'être supérieure à une autre personne. On laisse le dernier mot à Lucien Samac, président du consistoire régional. Je ne sais pas si on a une approche différente à chaque fois, ou une approche complémentaire de la précédente, où la réaction des enfants fait qu'on réagit de façon aussi différente, mais l'émotion est la même. En plus, cette fois, on est tombé sur une guide absolument incroyable de sincérité et de partage d'émotions, et ça marque. Même si l'histoire, on la connaît, elle a su, en racontant petit à petit des histoires des rescapés qu'elle a pu rencontrer, rajouter une émotion supplémentaire. Franchement, on n'en avait pas besoin. À chaque fois, on se demande comment le génie humain est capable d'organiser, d'imaginer une industrie de la mort aussi précise. Les gens rentrent d'un côté, sortent de l'autre, la fumée rentre par le produit toxique rentre par un petit truc des gens. S'ils avaient mis cette énergie à d'autres objectifs, je crois que l'humanité serait nettement plus tranquille aujourd'hui. Est-ce que c'est la question qui se pose le président du consistoire régional ou le médecin? Je ne peux pas dissocier. Quand on a vu l'endroit où il faisait des expériences, quand on sait ce qu'il recherchait, la race pure, comment les jumeaux pouvaient être différents ou les mêmes, ça n'a rien fait avancer du tout, le plan médical. Ça a martyrisé des dizaines et des dizaines de personnes, et pour certaines jusqu'à maintenant. Vous faites des voyages avec eux, vous communiquez, vous leur parlez. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? La première des choses que j'ai dit ce matin aux enfants, c'est que ce qu'ils allaient voir, c'était pas virtuel. Ils vont pas se retrouver devant un écran à voir des images qui défilent et après on l'arrête et on reprend le lendemain. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Et c'est une réalité que certains nient. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui, j'espère qu'ils auront la force et le courage d'abord demain matin d'aller raconter à leurs copains des collèges ce qu'ils ont vu aujourd'hui, l'émotion qu'ils ont ressentie, et quand ils entendront quelqu'un dire que ça n'a jamais existé, franchement, je les autorise à se mettre en colère. Et finissons avec cette citation que la guide Dorota Kuchenska prononce plusieurs fois lors de chaque visite. Celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. N'oubliez pas, Auschwitz, c'est un lieu de mémoire avec vous comme la mémoire est vivante. On a besoin de vous, de votre présence et dans le futur de votre témoignage. Du grand ciel froid, la toile de la tente au vent qui tourmente, claque. Et c'est la voile des galères d'autrefois, oppressés, compressés, les prisonniers s'irritent des tours rocailleuses. Et des voix pleureuses, des mourants qui s'agitent, le projecteur est dur, la sentinelle boit. Je ferme mes gerçures et mes lèvres sans joie. Le projecteur est dur, la sentinelle boit. J'étire mes jointures et fais craquer le bois. Donc c'est un poème d'Ovida Delek, composé en 1944 sans crayon ni papier. Du 27 janvier 2005, à l'occasion de la cérémonie internationale de commémoration du 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'est ici où le mal absolu a été perpétré, que la volonté doit renaître d'un monde fraternel, d'un monde fondé sur le respect de l'homme et de sa dignité. Venus de tous les continents, croyants ou non croyants, nous appartenons tous à la même planète,
à la communauté des hommes. Nous devons être vigilants et la défendre non seulement contre les forces de la nature qui la menacent, mais encore davantage contre la folie des hommes. Nous, les derniers survivants, nous avons le droit et même le devoir de vous demander que le plus jamais ça de nos camarades devienne réalité, disait si bien Simone Veil. Dans l'écriture ou la vie, Georges Semprin rapporte son expérience personnelle. Membre d'un réseau de résistance communiste, il a été déporté au camp de Buchenwald, puis libéré par les troupes alliées, britanniques et américaines en 1945. Ils sont en face de moi, l'œil rond, et je me vois soudain dans ce regard d'effroi, leur épouvante. Depuis 2 ans, je vivais sans visage, nul miroir, à Buchenwald. Je voyais mon corps, sa maigre croissante, une fois par semaine aux douches. Pas de visage sur ce corps dérisoire. De la main, parfois, je frôlais une arcade sourcilière, des pommettes saillantes, le creux d'une joue. J'aurais pu me procurer un miroir, sans doute. On trouvait n'importe quoi au marché noir du camp, en échange de pain, de tabac, de margarine, même de la tendresse à l'occasion. Mais je ne m'intéressais pas à ces détails. Je voyais mon corps de plus en plus flou, sous la douche hebdomadaire. Amaigri, mais vivant, le sang circulait encore, rien à craindre. Ça suffirait, ce corps aménuisier, mais disponible, apte à une survie rêvée. Bien que peu probable, la preuve d'ailleurs, je suis là. Il me regarde, l'œil affolé, rempli d'honneur. Ça peut surprendre, intriguer ces détails, mes cheveux ras, mes hardes, disparates, mais ils ne sont pas surpris, ni intrigués. C'est de là l'épouvante que je lis dans leurs yeux. C'est l'honneur de mon regard que relève le leur, horrifié. Si leurs yeux sont un miroir, enfin, je dois avoir un regard de fou dévasté. Je ne l'avais pas évité. Je n'y avais pas échappé. Je l'avais parcouru, plutôt du bout à l'autre. J'en avais parcouru les chemins, m'y étais perdu et retrouvé, contrée immense où ruisselle l'absence. J'étais un revenant, en somme, cela fait toujours peur les revenants. Georges Semprin. Donc les 2 élèves vont prendre la gerbe, suivi des représentants des institutions ainsi que Daniel Vancier de Yad Vashem. Je vous demande de respecter 1 minute de silence. Élèves et suivi donc une gerbe des représentés, enfin la gerbe du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et des collégiens des Alpes-Maritimes. Elle va être déposée également par le président, par le maire de Cannes, par les conseillers départementaux et par le représentant de l'État, monsieur le préfet des Alpes-Maritimes. Je vous remercie de bien vouloir respecter 1 minute de silence. Je vous remercie. L'interview, ça a été, avec les jeunes, ça a été l'interview. Ça a été l'interview avec les jeunes. Ouais, elles étaient bien. Ils étaient super. Bon, après, je vais prendre les autres dans l'avion. D'accord, c'est bien. Dans le bus. Oui. Ils sont un peu éteints. Ouais.